C'est l'histoire d'un homme au destin tout tracé, jusqu'à ce que tout finisse par dérailler. D'officiel NBA respecté, avec 772 matchs de saison régulière et 20 matchs de playoff arbitrés en 13 ans au compteur, Tim Donaghy est passé à suspect interrogé par le FBI, puis criminel condamné dans une sombre affaire de Paris en 2007. Sa carrière et sa vie ont littéralement été fichus en l'air par son addiction au jeu. Avec son père Jerry Donaghy, arbitre NCAA, et son oncle Billy Hawks, arbitre NBA, c'est tout naturellement que Tim Donaghy s'est dirigé vers le sifflet. Le comté du Delaware, où il est né, est un véritable réservoir dans le domaine. Steve Javie, Ed Malloy, Joe Crawford, Mike Callahan, Ed Middleton ou encore Tom Washington en sont originaires. Malloy, Crawford et Callahan sont d'ailleurs passés par le même lycée que lui. À l'école, Tim est un peu le clown de la classe, celui qui va déclencher l'alarme à incendie pour faire rire les copains. Entouré de 4 frères, il grandit dans une famille compétitive où il ne vaut mieux pas ramener un trophée de second. Un jour d'ailleurs, il en balance un dans l'eau par la fenêtre de sa voiture alors qu'il traverse le pont Walt Whitman de Philadelphie pour rentrer à la maison. Et ouais, pas question de mettre ça sur la cheminée. Lui-même bon joueur de basket, il ne rate pas non plus un seul match des Sixers, époque Moses Malone et Julius Erving à la télé. Il fait ensuite ses armes en tant qu'arbitre de high school pendant 5 ans en Pennsylvanie, avant d'être sélectionné pour intégrer la CBA, où il officie pendant 4 ans. Entre-temps, il rencontre sa future femme, Kimberly, lors d'un vol pour Chicago. Elle est hôtesse de l'air, il la fait rire pendant toute la durée du voyage, ils se marient tous les deux sans personne sur une plage pendant les vacances. L'histoire est belle, mais ça ne va pas durer. Au bout de 4 ans en Ligue mineure, donc, la NBA l'appelle. Il est pris. On est en 1994, il a 27 ans et son rêve se réalise. Tout de suite, néanmoins, sa femme, comme elle l'a confié plus tard en interview, perçoit chez lui un changement d'attitude. Le 9 novembre 1994, il arbitre son tout premier match NBA. Indiana reçoit Houston. La fin de match est serrée et il siffle une faute offensive à Reggie Miller sur une feinte de tir à 3 points face à Hakeem Olajuwon dans le corner. Scandale, les fans sont furieux et commencent à jeter tout ce qu'ils peuvent sur le terrain. Le match est stoppé pendant 20 minutes avant que les dernières secondes ne puissent être enfin jouées. Les Rockets s'imposent 109-104 et sur le chemin du vestiaire, l'arbitre en chef, cassette du match en main, lui lance. On va très vite savoir si tu vas réussir dans cette ligue. Coup de pression donc devant la télé de la chambre d'hôtel, mais son supérieur lui donne finalement raison sur le fameux call. Au fil des années, il acquiert une solide réputation dans le milieu. Ses résultats en termes de pourcentage de coups de sifflet corrects le classent parmi les meilleurs de la ligue. En parallèle, son nouveau train de vie fait peu à peu apparaître le visage d'un homme au parfait profil du joueur compulsif. Fan de golf, il s'inscrit au country club de Westchester, en Pennsylvanie. La nouvelle maison familiale est construite non loin de là. Au club, il se crée un nouveau cercle d'amis. La bande se retrouve 3 à 4 fois par semaine et pas que pour jouer au golf. Sur le green, ça parie, ça picole, ça file même parfois au casino Borgata d'Atlantic City pour s'installer à une table de blackjack. Dans ces cas-là, Donaghy se visse une casquette sur la tête pour éviter les regards et les caméras. Et oui, car il est bien écrit noir sur blanc dans le contrat des arbitres qu'il est interdit de placer le moindre pari, que ce soit au country club ou au casino. Chez lui, il a aussi une grande table de poker au sous-sol. J'adorais ça. Tous les jours de ma vie, c'était soit golf, soit jeu de cartes, paris sur des matchs universitaires de basket, de foot US, du baseball, du hockey. C'était un homme célibataire marié avec 4 enfants, résume sa femme. Et puis un beau jour, après un 18 trous, son pote, Jack Concannon, avec qui il brasse déjà des milliers de dollars en pariant sur d'autres sports, lui demande 2-3 tuyaux pour les matchs du soir en NBA. Donaghy regarde les codes dans le journal, s'informe sur les arbitres assignés aux rencontres en question et lui donne 3 vainqueurs. Bingo, 3 sur 3, Concannon est aux anges. Et il lui dit « Mais c'est si facile que ça ?» Ensuite, c'est vite l'effet boule de neige. Donaghy s'enfonce peu à peu jusqu'à placer, toujours avec Jack, des paris sur ses propres matchs. On est en mars 2003, là, plus de 4 ans avant que le scandale n'éclate au grand jour. Loin d'être dans le besoin, Donaghy se laisse porter par le frisson du jeu, l'amour du risque, l'appât du gain. Parce que oui, il le dit lui-même, cet argent, il n'en avait pas besoin. Entre son salaire, les bonus de play-off et ses investissements en bourse, il gagnait ainsi près de 400 000 $ par an. En interview, il explique qu'au bout d'un moment, pris de remords, il a dit à son pote Jack, qui bosse lui dans les assurances, qu'il fallait arrêter. Du coup, ils arrêtent, puis reprennent, puis arrêtent à nouveau. Sauf que problème, Concannon, sans que Donaghy soit au courant, selon ce dernier, faisait indirectement passer les infos à d'autres personnes, qui profitaient donc eux aussi de ces tuyaux. Et là, on ne parle pas de parieurs du dimanche, parce que parmi eux, on avait notamment Jimmy The Sheep Batista. Lui, c'était une sorte de courtier, appelé Mover. En fait, ce dernier place des paris au nom de ses clients auprès de bookmakers de différents types, dans le monde entier, légaux ou non. Il bosse également avec un groupe de bookmakers de Philadelphie, appelé The Animals, qui possède son propre site appelé PlayASAP, et auprès de qui Concannon dépose ses paris. Et d'un coup, ce n'est plus 100, 200 ou 500 $ que Concannon mise sur ses matchs, mais plusieurs milliers de dollars. Lui et Tim misaient entre 4000 et 5000 billets verts par match à l'époque. Batista et Peter Ruggieri, patron des Animals, mais également membres du même country club que Donaghy, découvrent le poteau rose et décident de les suivre dans leurs paris, en misant 10 à 20 fois plus. Il y a rapidement des millions de dollars en jeu chaque soir. Donaghy devient une machine à cash, littéralement.
Est-ce que je pensais qu'il truquait les matchs? Oui, mais je m'en foutais, c'était de super infos. De 2003 à 2007, on n'a pas manqué un seul match. On avait un pari sur chacun des matchs qu'il arbitrait, a affirmé un ancien client des Animals resté anonyme à ESPN en 2020. Si vous regardiez les stats, vous pouviez voir qu'il sifflait plus de fautes à l'équipe contre qui il avait parié et moins de fautes à l'équipe qu'il avait donnée gagnante le soir-là. C'était évident, a ajouté un autre. Si Donaghy et Concannon ne parient plus, c'est donc une très belle recette qui disparaît. Puis là, on a omis un détail en vous présentant les Animals. Batista a fréquenté le même lycée que Donaghy et les deux avaient un ami en commun au Cardinal O'Hara High School, Tommy Martino. Batista et Donaghy ne s'apprécient pas, mais leur amitié commune avec Martino, très proche de Donaghy, fait qu'ils se connaissent. En 2006, il y a fracture chez les Animals. Batista, Donaghy et Martino se retrouvent au restaurant de l'hôtel Marriott de l'aéroport de Philadelphie, le 12 décembre 2006. Plusieurs versions ont été données concernant ce dîner. D'un côté, Donaghy affirme qu'il s'est retrouvé dans une sorte de guet-apens. Martino l'aurait appelé, en lui disant qu'il aimerait le voir lors de son passage à Philadelphie. Il aurait accepté, une voiture serait venue le chercher, avec non seulement Martino, mais également Batista à l'intérieur. Ça aurait été la douche froide pour Donaghy. Il affirme que Batista lui aurait fait peur, en lui disant que si les infos ne continuaient pas à tomber, il le dénoncerait à la NBA, ou enverrait quelqu'un rendre visite à sa femme et ses enfants en Floride, où la famille s'est installée, là encore, aux abords d'un country club. Il se serait ensuite vu proposer un deal, $2000 dans la poche par match gagné, sans pénalité, en cas de pari perdant. C'était une manière pour Batista, cocaïnomane et addict à l'oxycodone, de rembourser ses dettes, selon Donaghy, qu'il décrit comme un pauvre type qui passe son temps à mentir. Batista affirme lui que c'est Donaghy lui-même qui a demandé à le voir, qu'il était ravi de gagner cet argent, et qu'il n'y avait jamais eu de menace. La version de Martino, ami proche de Donaghy, concorde plutôt avec celle de Batista sur ce point. Il donne même un détail supplémentaire, expliquant que Donaghy l'a invité à le suivre aux toilettes du restaurant après le coup de pression de Batista. Et alors qu'il pensait que Donaghy serait sous le choc d'apprendre que Batista était au courant de ses paris secrets, l'arbitre lui aurait plutôt fait part de son étonnement et de sa colère vis-à-vis du montant des sommes encaissées par son partner in crime, Jack Concannon. Version 1 ou version 2, une chose est sûre, le deal se met en place entre les trois protagonistes. Donaghy envoie les infos à Martino, qui les transmet à Batista. Pour ça, les deux utilisent un code. Martino a deux frères, Johnny et Chuck. Le premier a déménagé de Pennsylvanie, le second est toujours sur place. Ce sera donc Johnny pour l'équipe à l'extérieur et Chuck pour l'équipe à domicile. En tout, Batista a entre 2 et 3 millions de dollars de placés pour différents clients sur les matchs chaque soir. Il y a toujours des moments où t'es dans ta chambre d'hôtel et où tu te dis « je ne devrais pas faire ça, c'est pas bien, je vais finir par me faire choper ». Mais on gagne 70-80% du temps. Le lendemain même de leur accord, Boston joue à Philadelphie. Donaghy est de service. La veille, il a déjà arbitré avec Derek Stafford, qui lui avait glissé qu'il avait le sentiment que Mo Cheeks, coach des Sixers, ne savait pas ce qu'il faisait et qu'il n'avait pas le cœur à coacher une équipe qui tankait. Il indique donc à Batista, via Martino, de parier sur Boston. En début de troisième quart, Donaghy siffle 2 fautes au meilleur scoreur des Sixers, Andre Iguodala, en moins d'1 minute, et alors que l'écart n'est que de 2 points. Iggy score 2 minutes après. Quand il revient, Boston a creusé un écart de 12 points et finit par s'imposer de 20. Le 20 décembre, Seattle reçoit Dallas. Donaghy siffle 11 fautes d'affilée contre Seattle, dont la dernière faute de la soirée à 23 secondes de la fin. Devin Harris rentre ses 2 lancers, victoire des Mavs, de 8 points. Le 31 décembre à Charlotte, il siffle 14 fautes aux Bobcats et 5 aux Timberwolves, qui s'imposent 102-96. À Dallas, le 30 janvier 2007, il siffle 1 faute à l'équipe locale et 12 contre Seattle, dont 6 d'affilée quand l'écart était de 13 points au moins. Les Mavs gagnent de 20 points. 5 février à Miami, il siffle 12 fautes contre Charlotte et 2 contre le Heat. Miami s'impose de 20 points. 15 février à Toronto, il siffle 4 fautes au top scoreur des Nets Vince Carter, dont la dernière sifflée à l'opposé du ballon, et alors que les Raptors menaient de 3 points. Victoire finale 120-109 pour les Raptors. Le 26 février, il siffle 12 fautes au Heat au Madison Square Garden, contre seulement 4 pour les Knicks, qui l'emportent 99-93. Son cachet passe un peu plus tard de 2000 à 5000 $ par pari gagnant, car Donaghy est parfois si sûr de lui sur certains matchs que Batista parie 2 à 3 fois plus. Martino lui amène même parfois le cash directement à la salle dans un sac en papier craft après la rencontre, et les deux finissent ensuite la soirée en charmante et payante compagnie. C'est non sans une certaine fierté que Donaghy explique dans le documentaire Netflix qui lui est consacré que lui et Martino jouaient alors les rockstars dans les plus beaux clubs de striptease locaux. À la maison, il y a 2 teams, selon son ex-femme. Le team qui rentre heureux le soir et le team qui, dès le pas de la porte, jette son sac par terre et part s'enfermer dans sa chambre, passer des coups de fil pendant des heures. En s'occupant de son linge, elle trouve un jour une énorme liasse de billets dans la poche de sa veste officielle. Lorsqu'on lui demande pourquoi elle n'a jamais ni compté l'argent ni confronté son mari sur la situation, elle répond qu'elle avait tout simplement peur. Dernier exemple, le 14 mars, Donaghy siffle 4 fautes consécutives contre les outsiders d'Indiana dans le 4e, et alors que l'écart n'était que de 6 points face aux Wizards, qui finissent par s'imposer, 112-96. Les exemples sont nombreux mais ne constituent pas pour autant des preuves irréfutables. Donaghy le sait et s'il a avoué le fait d'avoir parié, il s'est toujours publiquement défendu d'avoir truqué la moindre rencontre. Il a pour ça des arguments à faire valoir et estime n'avoir fait qu'utiliser les informations qu'il pouvait récupérer en interne, en appliquant des consignes officieuses venant de la NBA elle-même. Les matchs truqués? Je ne sais pas. Mais manipulés, oui. J'ai fait ça dans le respect des règles. Je sifflais ce que la NBA voulait que je siffle.
Il insiste sur le fait qu'il n'envoyait pas les stars sur le banc pour les empêcher de jouer, mais qu'il choisissait les vainqueurs selon les relations qui existaient entre les arbitres et les joueurs, les arbitres et les coachs, les arbitres et les propriétaires, et selon ce qui s'était dit lors des réunions du matin entre arbitres, ce sur quoi l'accent allait être mis ce soir-là et quelle équipe ça allait avantager ou désavantager. Cela peut aussi être un préparateur physique qui donne une info sur l'état de santé d'un joueur, 2 à 3 fois par semaine en saison régulière, et après chaque match en play-off, il explique que la NBA envoie des points sur lesquels les arbitres devront se montrer attentifs. Le traitement de faveur accordé aux stars, sorte de point du règlement non écrit, fait aussi partie des points soulevés par Donaghy pour illustrer la singularité du métier d'arbitre dans la grande ligue. Il explique qu'en gros en NCAA tu arbitres en appliquant le règlement tel qu'il est écrit, et en NBA tu arbitres les personnalités et les noms sur le maillot. Il cite pour ça 2 exemples vécus au cours de sa carrière. En 1996, il arbitre un Sixers Bulls à Philly. La consigne, surveiller les marchés sur les spin moves. Michael Jordan en fait un, Donaghy le siffle, Phil Jackson fulmine. Donaghy lui dit qu'il n'a fait qu'appliquer les consignes, mais le Zen Master lui répond « Oui, ils veulent que ce soit sifflé, mais certainement pas pour lui ». Debout, à côté, MJ le fusille du regard, et même dans le vestiaire, après le match, l'un de ses collègues lui confirme « Ils veulent qu'on siffle ça, mais ne le siffle pas à lui ». Autre exemple plus tard avec Kobe Bryant et toujours avec Phil Jackson, qui a un jour envoyé un DVD de 25 actions datant des 2 matchs précédents où aucune faute n'était sifflée sur Kobe. Ce soir-là, Donaghy explique avoir donné les Lakers gagnants, certain que Bryant passerait beaucoup de temps sur la ligne des lancers francs. Début 2007, Donaghy raconte qu'Allen Iverson avait menacé Steve Javie lors d'un match. Contrairement à ce qu'auraient souhaité les arbitres, Iverson, tout de même condamné à une amende de $25 000, n'avait pas été suspendu par la NBA. Alors le matin du match suivant pour Denver, Donaghy et ses 2 collègues décident de siffler tous les portées de balles de l'arrière-star ce soir-là. Il dit à Martino de parier contre Denver et appelle Javie pour lui dire « Regarde, on va te rendre justice ». Un mois plus tard, il arbitre à Miami-New York à Big Apple aux côtés de Derek Stafford, pote avec Isaiah Thomas et qui ne pouvait pas voir Pat Riley en peinture. Batista mise sur les Knicks et bingo. Un mois plus tard encore, une nouvelle anecdote racontée par Donaghy. Orlando joue à Miami et son collègue Joe Crawford s'est embrouillé avec l'un des journalistes locaux. Le propriétaire de la franchise ne souhaite qu'une chose, que Crawford soit viré. Il donne Orlando gagnant. Cashing. Ok Tim, mais parle-nous du rôle du subconscient dans tout ça. Arbitrer un match sur lequel on parie, le conflit d'intérêts est tellement gros qu'il a dû avouer, certes un peu poussé par le FBI, qu'il était possible que l'argent en jeu ait au minimum inconsciemment influencé ses coups de sifflet. Pour Donaghy, David Stern voulait en priorité mettre en avant certains joueurs et certaines équipes, son produit. Il explique s'être un peu résigné à être le meilleur arbitre possible car il voulait que la NBA se dise qu'il faisait du bon boulot pour ensuite être sélectionné pour les playoffs et ainsi empocher le plus d'argent, mais aussi gagner en respect au sein de la ligue. En parlant de playoffs, vous vous souvenez du fameux Game 6 entre les Kings et les Lakers en 2002 ? Sacramento mène alors 3-2 dans la série et les Lakers s'imposent au terme de ce qui a été, selon Donaghy, le match le moins bien arbitré de l'histoire. Il a d'ailleurs une anecdote sur l'un des arbitres, le vétéran Dick Bavetta. Il a dit ouvertement à beaucoup d'entre nous qu'il était le go-to guy de la NBA pour le Game 6 pour faire en sorte qu'il y ait un Game 7. Tu as 3 arbitres qui font énormément d'erreurs et en plus derrière ils sont reconduits pour les finales avec un nouveau bonus de $20 000. Bavetta faisait aussi partie du corps arbitral lors du fameux Game 6 entre les Lakers et les Blazers, réputés comme potentiellement truqués en 2000. Pour Donaghy, Draymond Green n'aurait pas été non plus suspendu pour le Game 5 des finales 2016 si les Warriors avaient été menés. Personne ne vient te dire directement « truc ce match » où on a besoin que les Lakers soient là pour les audiences. Mais il te montre des actions de la série ou les choses sur lesquelles te concentrer. Et c'est toujours en faveur de l'équipe menée. Il te montrait 10 actions et sur les 10, 8 c'était pour aider l'équipe menée. Un peu moins d'un mois après le sacre des Spurs, Tim Donaghy donne sa démission le 9 juillet 2007. Car manque de bol, les pics donnés à Batista atterrissaient également dans les mains de la mafia, et plus précisément dans celles de la famille Gambino. Des mises énormes, des cotes qui s'envolent et des millions de dollars qui rentrent dans les coffres de la mob, qui ont attiré l'œil du FBI évidemment. C'est lors d'un interrogatoire qu'un homme de main va lâcher la bombe. On a un arbitre dans la poche. Il balance 3 noms aux enquêteurs, Tim Donaghy, James Batista et Thomas Martino. Game over. Ensemble, leur bilan aurait été de 37 paris gagnants pour 10 perdants, sur 47 rencontres au total depuis l'accord. Qu'est-ce que vous faisiez au téléphone avec Donaghy 9000 minutes par mois, demande le FBI à Martino, avant de lui remettre une citation à comparaître devant un grand jury la semaine suivante. Batista sort de désintox et va lui nier en bloc toutes les accusations quand le FBI vient frapper à sa porte. Tim est évidemment en pleine partie de golf lorsque Tommy le prévient. Il se retrouve alors en position fétale sur son lit à expliquer à sa femme qu'il a fait quelque chose de très mal. Elle comprend qu'il parie sur ses propres matchs et attendra septembre pour demander le divorce. Lui sait que c'est terminé, il ne dort plus, ne mange plus. Avec son avocat John Lauro, il coopère avec le bureau du procureur dans les 48 heures. Le 20 juillet, le scandale éclate publiquement suite à un article publié par le New York Post. Son visage est partout, sa maison est encerclée de médias divers et variés et même survolée par des hélicoptères. Le 15 août, il plaide coupable de complot en vue de commettre une fraude électronique et transmission d'informations pour des paris dans le cadre d'un commerce interétatique. Il admet avoir parié sur plus de 100 matchs entre 2003 et 2007. Il reconnaît également souffrir d'une grave dépendance au jeu d'argent, pour laquelle il prend des antidépresseurs. Relâché contre une caution de $250 000, il est mis à l'amende, à hauteur de $500 000. La NBA lui réclame alors $1,4 million en dédommagement, dont
dont 577 000 $ par rapport à ses salaires et autres avantages des 4 précédentes saisons, plus d'importants frais de justice et d'autres dépenses liées à une enquête interne. Son avocat lui obtient que la sanction ne soit appliquée que sur une saison. Après plusieurs mois de délai, il est finalement condamné à 15 mois de prison, suivi de 3 mois de liberté surveillée le 29 juillet 2008 au tribunal de New York. Martino, relais téléphonique entre Donaghy et Batista, plaide également coupable et prend lui 1 an et 1 jour pour fraude électronique. Batista, lui, ne plie pas. Avec son avocat, il veut pousser jusqu'à un procès contre la NBA, où chaque arbitre serait appelé à la barre. Il explique qu'on lui aurait ensuite proposé un deal, plaidé coupable uniquement pour paris illégaux. Il aurait accepté et pris à son grand soulagement seulement 15 mois. Je me suis dit, putain de merde, David Stern contrôle tout le monde. Dans une enquête interne commandée par la NBA auprès de l'avocat Larry Pedovitz, seuls 17 matchs de la saison 2006-2007 sont passés au crible. Après 14 mois de recherche, il indique que seul le match Pistons-Nets du 16 décembre 2006 peut poser question quant au call de Donaghy. Conclusion, nous n'avons découvert aucune preuve que la Ligue ait demandé aux arbitres d'orienter les matchs de manière à favoriser certaines équipes ou certains joueurs. Par contre, le rapport de 133 pages met en lumière que plus de 50 arbitres ont eux aussi violé le règlement en pariant de l'argent au golf ou au casino. Donaghy ajoute que parfois, lui et ses collègues prenaient les paris sur celui qui sifflera la première faute d'un match et perdre 20, 30 voire 50 $ ou bien devoir payer le resto de l'après-match. Le FBI avait d'ailleurs déjà des pistes sur le sujet et surveillait de près 10 arbitres pour jeux d'argent et paris sportifs. Les enquêteurs avaient même l'intention de renvoyer Donaghy en NBA en lui posant un micro pour aller à la pêche aux infos, ni vu ni connu. Mais la fuite dans la presse que l'avocat de Donaghy attribue à demi-mot à David Stern l'en a empêché. C'est dès juin 2007 que la NBA a été mise au courant de l'affaire par Phil Scala, en charge de l'enquête pour le FBI. 6 jours plus tard, la Ligue renégociait son contrat télé pour 7,4 milliards $, ce qui a aussi fait lever quelques sourcils. Et un mois après, le 20 juillet, le journaliste du New York Post Murray Weiss, qui n'a jamais voulu donner sa source, révélait l'affaire. Pour l'Euro, un procès aurait été un bain de sang pour la NBA. Il a aussi été révélé plus tard que Stern avait proposé un job à Scala, soupçonné par Batista de travailler avec la NBA pendant l'enquête. En 2020, ESPN a dévoilé les résultats de sa propre enquête, réalisée elle sur les 40 matchs qui ont suivi l'accord entre Donaghy, Batista et Martino en 2006. Sur les 40 matchs, 10 ont été écartés d'office car ils se sont terminés en blowout, d'un côté ou de l'autre. Sur 23 des 30 autres matchs, les coups de sifflet de Donaghy ont favorisé l'équipe donnée gagnante, soit 77% du temps. Sur 3 matchs, ces coups de sifflet sont allés en majorité à l'autre équipe. Sur les 4 matchs restants, c'était du 50-50. ESPN donne alors la probabilité que ce déséquilibre se produise au hasard. 6155 contre 1. Et ouais, Batista surnommé Donaghy Elvis, car Elvis était le King of Rock et Tim était le king du trucage de match. Libéré après 11 mois à la prison fédérale de Pensacola en Floride, Donaghy devait ensuite compléter sa peine dans un centre de réhabilitation à Tampa, où il devait être traité pour sa dépendance du jeu, comme ordonné par le tribunal. Mais surpris dans un centre de rééducation alors qu'il était censé être au travail en août 2009, il est arrêté et envoyé à la prison du côté d'Hernando. Son ex-femme et son avocat ont insisté sur le fait qu'il était autorisé à se rendre au centre pour son genou blessé suite à une agression en prison. Il explique avoir dû intégrer un gang blanc pour se protéger, mais ce n'est qu'en novembre 2009 qu'il a finalement définitivement retrouvé sa liberté. Depuis, il n'a jamais admis publiquement avoir truqué des matchs durant sa carrière. Et ça, il ne le fera jamais. Pas même sur son lit de mort, selon son ex-femme. Si les résultats des matchs étaient altérés, selon lui, c'était uniquement de par la volonté de la NBA. Il raconte qu'une fois, après 3 paris perdus d'affilée, il avait peur de retrouver son chien étranglé ou pendu à un arbre en rentrant chez lui, car Batista était furieux. Il pense aussi que Stern, qui avait à l'époque parlé de trahison le concernant, voulait qu'il disparaisse car son avocat avait fait ressortir des choses qui posaient problème à la NBA. Croyez-moi, s'ils avaient pu me condamner pour des matchs truqués, ils l'auraient fait. Il réfute aussi l'argument selon lequel il était un criminel isolé dans la ligue, comme Stern l'a décrit. Il explique par ailleurs qu'un repenti de la famille Colombo, l'une des 5 grandes familles mafieuses de New York, a déclaré sous serment que 3 arbitres NBA faisaient déjà passer des infos dans les années 90. Il insiste sur le fait que la plupart des arbitres parient, qu'ils ne truquent pas les matchs, mais qu'il y a beaucoup de subjectivité selon les relations positives ou négatives entre les différents protagonistes sur le terrain. Il cite en exemple le fameux bif entre Chris Paul et Scott Foster. Et Scott Foster, parlons-en, l'arbitre était un proche de Donaghy. Ce dernier le considérait comme son frère, et leurs épouses respectives étaient aussi amies. Durant la saison 2006-2007, 134 appels ont été comptabilisés entre eux, avant et après les matchs, parfois même à la mi-temps. Donaghy, pourtant, l'assure, Foster, innocenté par les enquêtes du FBI et de Pedovitz, n'était au courant de rien. Si Donaghy a toujours refusé d'admettre l'utilisation du terme match truqué en public, il aurait néanmoins vidé son sac à quelques personnes en privé. Martino a révélé pour sa part que Tim lui aurait lâché qu'il pouvait influencer les résultats des matchs de 6 points, d'un côté ou de l'autre. Avant de valider la publication de son livre Personal Foul en 2009, l'agente publicitaire Sean Vercher lui aurait, elle, demandé de se soumettre à un détecteur de mensonges. Il aurait répondu que ses avocats lui avaient déconseillé de le
faire. Vercher lui aurait demandé pourquoi, ce à quoi il aurait répondu parce que j'échouerai au test. Dans un autre témoignage également recueilli par ESPN, un parieur expliquait que Donaghy disait qu'il aimait siffler une défense illégale dès la première minute du match pour forcer l'équipe contre laquelle il avait parié à être un peu moins agressif défensivement. À ce même parieur, il aurait confié regretter de ne pas avoir demandé plus d'argent, alors que ceux qui profitaient de ses talents pariaient des millions. Et là, la question se pose, s'est-il mis plus d'argent dans la poche que ce qu'il ne veut bien avouer? C'est bien possible. À la fin du documentaire Untold, Operation Flagrant Fall de Netflix, la question lui est posée 2 fois. La première fois, il répond « je ne sais pas » et la deuxième fois, le « je ne sais pas » devient « absolument pas ». Mystère donc. Et puis enfin, l'un de ses anciens amis, Aaron Cooley, a tout simplement déclaré que Donaghy lui avait directement avoué truquer les matchs qu'il arbitrait. Depuis sa sortie de prison, il a travaillé dans le conseil aux parieurs loisirs, dans un centre spécialisé dans la dépendance aux jeux d'argent, et même comme arbitre dans la ligue professionnelle américaine de lutte, MLW, en 2021. Aujourd'hui, ses investissements immobiliers lui assurent la majorité de ses revenus. Il a aussi eu à nouveau affaire avec la police en 2017, quand il a été arrêté pour voie de fait grave. Persuadé que sa fille de 19 ans se droguait chez un ami, il s'est pointé chez ce dernier et l'a menacé avec un marteau. Il a été relâché contre une caution de 5 000 $. Du côté de la NBA, le scandale a fait évoluer certaines règles concernant les arbitres. Dès 2007, ils ont été autorisés à placer des paris, non sportifs. L'annonce de l'identité des arbitres d'un match a été déplacée de 90 minutes avant la rencontre au matin même, pour réduire la valeur de l'information pour les parieurs. Une vérification plus approfondie des antécédents des personnes embauchées a également été mise en place. En mai 2018, la Cour suprême des États-Unis a aboli une loi interdisant les paris sportifs dans 46 des 50 États américains. La NBA n'a pas perdu de temps. Dès le mois de juillet 2018, son nouveau commissionneur, Adam Silver, annonçait un partenariat d'au moins 25 millions de $ sur 3 ans avec le groupe d'hôtels Casino MGM Resort International, un des leaders du monde du jeu. Parier sur des matchs ou des joueurs fait désormais partie du quotidien de nombreux fans, et les décisions arbitrales, ou l'absence de décisions arbitrales, n'ont peut-être jamais fait autant parler qu'aujourd'hui, chaque coup de sifflet étant scruté de très près. Avant de partir, abonnez-vous à la chaîne de Basket Info, mais aussi à celle du 6ème homme pour avoir 2 visions complémentaires de la NBA. Les dernières vidéos mises en ligne apparaissent sous vos yeux.